Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon 2h17 que j'ai couru à Rotterdam. C'était en avril, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Il y a une grosse vidéo sur le Kenya qui s'en vient. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, je suis parti au Kenya pendant 33 jours très exactement pour préparer Rotterdam, là où j'ai couru 2h17. Et le Kenya, ça a été une expérience de fou, vous imaginez bien. Et c'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps, parce que j'ai énormément de rush vidéo, j'ai beaucoup de montage à faire. Mais avant cette vidéo sur le Kenya, je voulais globalement revenir sur ma préparation. Donc elle a commencé à Montréal, après il y a eu le Kenya, et après je suis redescendu 2 semaines avant ma course. Je vais pas vous mentir, je suis pas 100% satisfait de cette course, puisque mon objectif c'était quand même de courir, sous les 2h17. Je pensais même que je pourrais courir sous les 2h16, donc 2h15 haut par exemple, mais j'ai couru 2h17, 27 je pense exactement. Je suis pas 100% satisfait, mais c'est quand même un record, puisque j'ai gagné à peu près 1 minute par rapport à mon dernier marathon. C'était à Valencia en 2022, donc seulement quelques mois après. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose que je sois pas satisfait de Rotterdam, parce que ça me pousse en fait à aller voir qu'est-ce que j'ai pu mal faire. Au Kenya, j'ai assisté à une conférence de quelqu'un de très connu, je vous en parle pas trop parce que je vais pas vous spoiler, et ce gars-là, donc qui est un coach d'un certain âge, il a dit une chose qui est quand même restée dans ma tête. Il a dit que c'était assez facile d'apprendre des mauvaises courses, mais que c'était beaucoup plus dur d'apprendre des bonnes courses. Et la raison à ça est assez simple. Quand vous êtes déçu ou frustré, ça va vous motiver à aller voir un peu qu'est-ce qui s'est mal passé. Alors que quand vous êtes satisfait, vous partez du principe que tout va bien et qu'il n'y a rien à améliorer. Trop de satisfaction, ça peut créer une sorte d'inertie et ça ne nous aide pas à nous pousser en dehors de notre zone de confort. Donc avant d'arriver directement dans les 5 erreurs, je vais vous donner un peu de contexte. Donc en décembre 2022, je cours le marathon de Valencia. C'était ma 2e fois. J'adore ce marathon parce que 1, c'est un des plus rapides du monde. 2, je pense que c'est un des mieux organisés. Et 3, j'adore l'Espagne. Marathon de Valencia, 2h18, record personnel de 1 minute 30, donc plutôt bien. Encore un peu déçu parce que je visais sub 2h18, mais en vrai, légère déception, mais juste assez pour me motiver de faire un autre marathon quelques mois plus tard. Donc pour moi, c'était la première fois que j'enchaînais 2 marathons. D'habitude, c'est un marathon par an, puis c'était une règle qui était assez importante pour moi, juste pour pas tomber dans cette espèce de fatigue mentale de l'entraînement marathon. On en a discuté avec mon coach, avec ma copine, puis on est arrivé à la conclusion que si je voulais vraiment devenir un marathonien rapide, il faudrait que je fasse plus de marathons pour juste avoir plus d'expérience et plus d'opportunités de faire des bons chronos. T'en mets 2 dans la même année, t'as 2 fois plus de chances, donc ça va 2 fois plus vite potentiellement. Donc la semaine directement après le marathon de Valencia, je prends 5 jours off, je cours pas et je cours directement le week-end suivant. Donc je fais un genre de 20 km la semaine d'après Valencia, ensuite j'enchaîne sur un 46 km et après ça remonte assez vite. Donc pas vraiment de coupure totale. Ensuite je fais un gros bloc d'entraînement à Montréal, hyper satisfait de ce bloc, des sorties longues assez rapides le week-end sur tapis. Je fais un peu de toutes les intensités, 5K, 10K, semi sur piste, des intervalles courts, des intervalles longs. J'essaye de faire un peu plus de cours en prépa marathon parce que justement je sais que je pourrais pas en faire beaucoup en fin de prépa. Ensuite je prends mes billets pour le Kenya, je pars dans le Running Center, ça va être la vidéo qui va arriver sur ma chaîne bientôt. Et je pars pour 33 jours de camp d'entraînement en altitude. Donc j'étais déjà très en forme avant d'arriver au Kenya. Aussi, pourquoi j'ai choisi Rotterdam? Parce que c'est un parcours ultra rapide. Vous voyez que ça se gagnait en 2h04 ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que j'avais vraiment de la marge pour être dans les premiers. Je pense que j'étais plus autour d'un top 30 ou d'un top 40. Donc marathon de Rotterdam, très plat, très rapide, bonne shot. Marathon de Rotterdam, 2h17, 27. Je passe au semi-marathon en 1:07:51. Donc c'est de loin le temps le plus rapide que j'ai fait au passage au semi, puisqu'à Valencia, quelques mois avant, j'ai été passé en 1:08:40, donc c'est quand même 1 minute plus lent. Et honnêtement, je me sentais bien au semi, mais je sentais que c'était quand même rapide et j'avais des doutes sur ma capacité à pouvoir finir fort après ça. Mais c'était un marathon bonus, donc on était là pour tenter des trucs, pour être un peu plus dans le risque aussi, parce que si t'es toujours super safe dans un marathon, tu sais jamais ce que tu peux vraiment faire. Au final, mon 2h17-27, c'est quand même une 2e meilleure performance de tous les temps au Québec. Alors je peux pas être enregistré sur le classement officiel du Québec parce que j'ai pas ma résidence permanente ni ma nationalité, mais c'est quand même un bel accomplissement, donc je suis vraiment content, sachant que la première place, elle est en 2h14 bas, 2h14-19 je pense, donc quand même difficile à aller chercher, mais c'est le but. Cette performance, elle me fait aussi rentrer dans le classement de tous les temps en France. Alors ça, je ne le savais pas, c'est quelqu'un qui me l'a dit sur ce travail, je l'en remercie. C'est quand même cool, c'est quand même une fierté, puis ça me donne un objectif maintenant de remonter dans ce classement tranquillement. Je pense que je suis 153e de tous les temps en France. Donc globalement, je suis content d'avoir fait un record personnel, mais je suis quand même déçu de ne pas avoir couru de 15, de 16, et ce sera pour la prochaine fois. Et ça permet aussi de rester motivé, parce que quand tu atteins un objectif très difficile, j'ai remarqué par le passé que parfois tu as une grosse baisse de motivation derrière, parce que en fait, les objectifs, c'est un prétexte pour te mettre en mouvement, et une fois que tu les as atteints, so what? Bon, maintenant on passe aux erreurs que j'ai faites durant cette préparation. La première erreur que je regrette quand même beaucoup, c'est de ne pas avoir pris de jours de repos, ni d'avoir fait de semaines d'assimilation.
Pour vous donner les chiffres, concrètement, pendant plus de 50 jours, je n'ai pris aucun jour de repos, c'est-à-dire aucun jour où je ne courais pas. J'ai couru tous les jours et à un gros volume. Bon, mes coureurs élites, ça se peut que pendant 14 jours, ils prennent pas de jour off, mais même eux, ils en prennent au moins 2 par mois. C'est quand même la preuve qu'on n'est pas le meilleur pour se coacher en général. C'est pour ça que je travaille avec un coach et que potentiellement, je vais travailler avec un nouveau coach bientôt, mais c'est pas encore fait, alors je préfère pas trop vous en parler pour le moment. Donc mon erreur, selon moi, c'est juste de pas avoir assez récupéré à certains moments. Et je le sais par expérience, quand je prends une semaine d'assimilation, c'est-à-dire une semaine où je vais moins courir et faire moins d'intensité, et ben ça me permet vraiment de me régénérer, je me sens vraiment plus fort, j'ai envie d'y aller, bref, ça me fait du bien, ça me permet d'assimiler le bloc et au final, j'ai toujours mieux performé comme ça. Pour une raison qui m'échappe, probablement parce que j'étais au Kenya et que j'avais envie de rentabiliser mon voyage, et ben j'ai pas pris assez de repos, j'ai pas pris assez de semaines d'assimilation. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, dans le dernier podcast, alors celui avec David Jecker, le physiologiste, lui, son avis sur les jours de repos, c'est ça. Théoriquement, une journée à basse intensité devrait te ramener une plus grosse, disons, récupération qu'une journée de repos complet. Et personnellement, je comprends la dimension physiologique, que c'est mieux d'être en mouvement pour récupérer. Mais je suis pas forcément d'accord avec son avis sur le fait que tu peux mieux récupérer en courant. Je pense qu'il faut pas négliger l'aspect psychologique. Et moi, personnellement, j'ai toujours remarqué qu'un jour de repos total où on se sort la course de la tête, ça me régénère vraiment mentalement aussi, mais aussi physiquement. Fait que mon avis là-dessus, c'est que les jours de repos, c'est quand même important. Et c'est pas pour rien que les plus grands athlètes de la planète, ils prennent des semaines entières off. Kipchoge 1 mois, Jimmy Gressier il prend 3-4 semaines où il court pas du tout entre les saisons et ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui. La deuxième erreur que j'ai fait selon moi, c'est d'avoir été un peu trop rapide pendant le taper. Alors, durant le taper, donc le taper, c'est l'affûtage en français, c'est la période où on va baisser le volume, baisser un peu l'intensité aussi pour récupérer et pour être plus frais pour le jour de la course. Ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai voulu un peu me prouver que j'étais très en forme après mon camp en altitude. Donc, après mon camp en altitude, on a passé 2 semaines dans la famille de ma copine. C'est proche d'Orléans. Et là-bas, il y a un mec qui s'appelle Brice Debord. Je vous en avais déjà parlé. C'est un mec qui court 2h17. Et du coup, c'était le parfait partenaire d'entraînement. Donc, je suis allé faire une séance avec Brice. Cette séance-là, c'était censé être 2 fois 5 km allure marathon. On est arrivé à la piste. Je sentais vraiment que j'avais des bonnes jambes et j'étais redescendu depuis à peu près 1 semaine de l'altitude. Donc, j'étais vraiment dans la forme de ma vie au niveau aérobique, mais aussi musculaire. Et j'avais envie un petit peu de tester ma forme et de voir à quel point j'étais en forme. Et je pense que c'est là que j'ai fait une erreur. On est parti pour le 5 km. Au bout du premier tour, j'ai vu que je n'allais pas respecter du tout le plan. Je suis passé en 3,02 au premier kilo, sachant que mon pace marathon, c'était 3,13, 3,14 visé. J'ai passé le 3 kg à peu près en 9,05, 9,06 de mémoire et j'ai fini mon premier 5 kg en 15 minutes 16. Alors 15 minutes 16, c'est à peu près 3,03 par kilomètre. Mon pace marathon, c'était censé être 3,13, 3,14. Donc j'étais pas un peu trop rapide, j'étais 10 secondes plus vite. Et au final, au lieu de faire un deuxième, 5e kilomètre, je me suis dit, non, c'est un peu trop à mon avis, j'ai fait 5 fois 1 kilomètre, à peu près à la même vitesse. Donc vous voyez, je pense pas que c'est ça qui m'ait coûté mon marathon, mais je pense que cette mentalité que j'ai eue de vouloir me prouver des choses en redescendant de l'altitude, ça a un peu joué contre moi. C'est un peu le phénomène dont on parle souvent sur la chaîne, se griller une cartouche. Et pour moi, faire un 5 km à une allure très ambitieuse, à 7 jours avant la course, ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Je pense que j'ai pu potentiellement perdre quelques dizaines de secondes en faisant cet entraînement trop rapide, d'accord ? Donc le conseil que je vous donne ici, c'est durant l'affûtage, je pense que vous gagnez plus à être under pace, c'est-à-dire sous l'allure visée, que au-dessus de l'allure visée. Et je sais à quel point on a envie de se prouver des choses durant la semaine d'affûtage parce qu'on commence à avoir plein de doutes, la course arrive, on a envie de bien faire, mais on ne sait pas exactement dans quelle forme on est. Mais je vous assure que ce que vous allez faire durant l'affûtage peut plus jouer contre vous que pour vous. Vous n'avez plus le temps de vraiment assimiler les séances, essayez de débrancher le cerveau et dites-vous, de toute façon, il faut que je sois frais pour la course, donc ne fais pas des trucs débiles juste avant la course. La troisième erreur, elle est un peu spéciale parce qu'elle n'est pas totalement de ma faute et en même temps, j'aurais pu faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Je vous explique. Au marathon de Rotterdam, j'étais pas élite, j'étais sub-élite. Pour être élite, il fallait à peu près faire 2h15 et moi, je faisais 2h18. Donc, ils m'ont mis dans le sas sub-élite, c'est-à-dire que tu pars pas vraiment avec les élites devant, mais tu as quand même des avantages, notamment les bouteilles. Le jour avant la course, tu amènes tes propres bouteilles, dedans, tu mets ta propre solution. Donc, moi, c'était du Morten. Ça t'évite en fait d'utiliser des gels, de te trimballer tous tes gels
sur toi. Donc les bouteilles, tu les donnes la veille, ils les disposent sur des tables. Tous les 5 km, tu prends ta bouteille, tu bois, tu la jettes, c'est plus simple comme ça. Moi, perso, j'avais jamais utilisé de bouteille et je savais pas à quel point ça allait être un avantage. Ce qui s'est passé, c'est que personne ne nous a expliqué où allaient être nos bouteilles. Et ce qui se passe au marathon à notre niveau, c'est que nous, on court à peu près à 19 km/h environ. Quand tu arrives à 19 km/h à une table, t'as pas vraiment le temps de chercher la bouteille. Et malheureusement, mes craintes, elles ont un peu été confirmées parce que je suis arrivé au premier ravito au 5e kilomètre, j'ai cherché ma bouteille partout, je l'ai pas trouvée. Je suis arrivé au second ravito, j'ai cherché partout, je l'ai pris au dernier moment, mais j'ai perdu énormément de temps. 3e ravito, 4e ravito, 5e ravito, j'en ai loupé à peu près 1 sur 2 de bouteilles. Je pense que j'ai perdu entre 3 secondes et 5 secondes par ravito. Sachant qu'il y a 8 ravitaux, ça voudrait dire que j'ai pu perdre entre 30 secondes et 1 minute juste à cause des ravitaux qui étaient mal foutus. Pourquoi je dis que c'est pas totalement ma faute? Parce que normalement, les organisations, elles sont censées mettre un numéro de table et te dire la veille, voilà Maxime, tu es au numéro 67, donc tes bouteilles seront sur la table 67, toujours au même endroit, toujours le même numéro, donc tu sais à quoi t'attendre, donc tu peux te placer, etc. Et moi, ils avaient mis ma bouteille sur une table qui avait pas rapport, qui était à gauche, alors que toutes les autres tables étaient à droite. Et bref, j'ai vraiment galéré à la trouver à chaque fois. En plus, c'était une bouteille toute petite avec un bouchon bleu, c'est-à-dire à peu près comme 99% des bouteilles du monde, donc ça, c'était une autre erreur. Mais heureusement, c'est vraiment important de bien être accompagné. Ma copine m'avait dit, prends des gels sur toi, juste au cas où ça se passe mal. Moi, j'avais dit, mais non, j'ai pas besoin, les bouteilles, c'est bon, je la prends, bam, 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 il n'y a pas besoin de prendre de gel sur moi. Je l'ai quand même écouté, parce que statistiquement, je sais qu'elle a raison 99% du temps. J'ai pris donc 4 gels Morten sur moi, et vous savez quoi ? À la fin de la course, il me restait 0 gel. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris plus de gel parce que finalement, je n'ai pas pris assez de glucides pendant cette course et je l'ai senti en fin de course que si j'avais pris 2 gels de plus, j'aurais probablement réussi à finir un peu plus fort. Donc la leçon de ça, c'est que toujours avoir sa propre nutrition sur soi, même si ça vous alourdit, je vous assure que vous allez gagner beaucoup plus à avoir une balance énergétique positive sur un marathon plutôt que d'être plus léger mais de ne plus avoir de glycogène dans vos muscles. Les recommandations en glucides sur un marathon, c'est minimum 60 grammes par heure. Pour coacher beaucoup de marathoniens, les gens ont tendance à surestimer la quantité de glucides qu'ils prennent sur une course et que quand on fait les calculs très précisément avec mes coureurs, on se rend souvent compte qu'ils sont beaucoup moins que ce qu'ils pensaient. Donc 60 grammes, c'est le minimum, mais plus vous courez vite, plus vous pouvez augmenter cela. Kipchoge, apparemment, il prend jusqu'à 100 grammes par heure. Et même si vous courez des temps comme 3h, 3h30, 4h, 4h30, c'est hyper important de bien vous nourrir parce que ça va vous permettre de ne pas prendre ce fameux mur et d'être vraiment fort en fin de course. Et même au niveau psychologique, quand on prend des glucides, la motivation remonte, etc. 4e erreur, je regrette de ne pas avoir continué de suivre ma variabilité de la fréquence cardiaque, VFC ou HRV en anglais. Très brièvement, la VFC, c'est une mesure qui vous permet de suivre à quel point vous êtes fatigué, à quel point votre corps est capable de s'adapter à une nouvelle charge de stress. C'est un des indicateurs les plus utilisés, je pense, en sciences du sport, mais aussi dans le domaine de la santé. C'est quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement prédictif de vos performances, de votre fatigue, d'une potentielle blessure, etc. J'avais pour habitude les dernières années de mesurer ça tous les matins, d'avoir des belles courbes et de comprendre rétrospectivement ce qui s'était passé dans ma saison. Parce que oui, je trouve que ces données-là sont intéressantes sur le moment, mais je trouve qu'elles sont encore plus intéressantes après la saison pour comprendre ce qui s'est passé. Ça permet de comprendre où étaient les pics de forme, où était à l'inverse le moment où vous étiez très fatigué et d'améliorer justement votre modèle et tout. Pourquoi je regrette? Parce que quand tu pars en camp d'entraînement en altitude, ton corps réagit très bizarrement, surtout la première fois. Et aujourd'hui, j'ai pas toutes les données que j'aurais voulu pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ça se trouve, j'ai eu un énorme pic de forme en altitude et après, peut-être que j'ai sous-performé à, je sais pas, J+3 ou J+4. Peut-être que durant la séance dont je vous parlais tout à l'heure, le 5 km en 15-16, peut-être que c'était le moment où j'étais le plus à mon pic. Peut-être que j'aurais dû faire mon marathon à ce moment-là. Peut-être qu'à J+10 ou J+12, j'étais vraiment en sous-forme et que j'avais pas récupéré vraiment de l'altitude. Bref, il y a plein de questions et les données permettent de répondre à ces questions pour améliorer la prochaine saison. Aujourd'hui, il y a des technologies dont on a beaucoup parlé sur le podcast que j'aimerais beaucoup utiliser, notamment la bague Oura, qui est un anneau que tu mets au doigt et qui mesure en fait ta VFC toute la journée, ça mesure aussi ton sommeil, etc. Et je pense que je vais recommencer à introduire ces outils-là parce que justement, j'ai envie de comprendre après mes saisons ce qui s'est passé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je vais avoir une approche un peu différente que les années auparavant. Les années auparavant, je checkais tous les jours mes données, puis ça m'inquiétait. Je me disais, oh, aujourd'hui, je suis pas assez en forme, je peux pas faire ma séance. Oh, aujourd'hui, je suis super en forme, mais j'ai qu'un jog, est-ce que je devrais faire une séance? Je vais plus raisonner comme ça du tout. Je vais plutôt mesurer ces données, pas trop les prendre en considération pendant la saison, et après les saisons, regarder ce qui s'est passé et faire les changements. En gros, c'est utiliser les données rétrospectivement plutôt qu'en temps réel, parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'elles sont le plus utiles. 5e et dernière erreur, c'est sur les allures. Je suis quand même un mec qui
aime pas trop me prendre la tête avec les allures. D'ailleurs, au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur, en gros, les coureurs se prennent trop la tête avec le pace. Et je suis toujours d'accord avec cette idée. Toutefois, je trouve que je me prends encore trop la tête sur maintenir des allures exactes à l'entraînement, notamment mon pace marathon. Donc moi, je visais 3,14, donc je voulais vraiment être à 3,14 durant mes longs intervalles de 3, 4, 5 km. Et si je pense que ça a un intérêt d'être des fois spécifique dans l'allure, je pense que physiologiquement, c'est moins prouvé que psychologiquement. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on veut faire pile l'allure, c'est un petit peu pour se prouver des choses et pour se rassurer en fait sur le fait qu'on peut tenir cette allure-là durant la course. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous le faites à l'entraînement, c'est pas parce que vous le faites sur des fractions qui sont plus courtes que votre course que vous allez nécessairement pouvoir le tenir en compétition. Je pense que c'est pas forcément corrélé et la preuve, c'est que j'ai des coureurs qui, en pleine prépa générale, vont claquer un énorme chrono sur 5 ou 10 alors qu'ils n'ont pas de pace 5 et 10. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont faire une belle prépa spécifique avec beaucoup d'allure 5-10 et être complètement dans les choux le jour de la course et pas du tout faire le temps qu'ils voulaient. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que je suis un peu tombé dans le piège de vouloir faire trop l'allure marathon à l'entraînement, alors que des fois c'était un peu trop dur ou parfois c'était un peu trop facile. Et au final, j'aurais dû me concentrer plus sur le bon effort. Quand vous faites le bon effort, vous êtes sûr que vous allez progresser. Pourquoi? Parce que les conditions internes et externes, elles peuvent vraiment influencer votre allure. Exemple, il y a du vent, il y a une côte, vous êtes à 2400 mètres d'altitude et tout est beaucoup plus dur. Vous n'allez pas pouvoir forcément faire votre allure. Donc vraiment, le plus important, c'est rester physiologique. Si vous avez une séance de seuil, eh ben faites du seuil dans l'effort, pas dans l'allure. Parce que l'allure à l'entraînement n'est pas nécessairement celle qui va vous permettre de développer la qualité physiologique que vous visez, d'accord? Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris avec Mathieu Blanchard. Donc je me suis entraîné avec Mathieu, le coureur de trail que vous connaissez sûrement tous ou presque, deuxième à l'UTMB, coureur de très haut niveau. Et donc on était ensemble au Running Center, on s'est entraîné ensemble pendant à peu près 2 semaines. Et lui, il visait le marathon de Paris, il a fait 2h22 alors qu'il visait 2h25, donc très très gros chrono pour lui sur son premier marathon rapide parce qu'il en avait quand même fait avant. Et ce que j'ai appris avec Mathieu, et c'est sûrement parce que c'est un trailer, c'est que lui, en fait, il s'en fout un peu des allures. Il savait à peu près à quelle allure il voulait aller. Donc lui, il visait à peu près 3,25, donc il savait en gros qu'il voulait faire du 3,25, mais après, selon les conditions, il faisait l'effort. Et c'est déjà arrivé qu'avec Mathieu, on fasse 2 fois 15 minutes à genre 3,35 ou proche de 3,30. Et moi, forcément, ça me stressait, hein, coureur sur route, un peu omnibulé par les allures. Je me disais, ouais, je suis à 10-15 secondes de mon pace marathon, je vais jamais arriver à faire mon objectif. Et lui, il était en mode, je fais l'effort, et quand tu fais l'effort, t'es récompensé, en fait. Et ça, c'est vrai. Donc je pense que la leçon que j'ai retenue de ça, c'est fais l'effort à l'entraînement et essaie un peu de te dissocier du pace. Et de toute façon, le jour de la course, si tu es généreux dans l'effort et que tu es malin, tu feras forcément le chrono. Donc voilà, c'était pour les erreurs. Il y a aussi des trucs que j'ai bien fait. Je voulais prendre quelques minutes pour vous en parler. Premièrement, j'ai commencé à mesurer le lactate durant les entraînements. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo juste là-dessus pour vous dire ce que j'ai appris avec le lactate, comment je l'utilise et pourquoi c'est utile, etc. Le podcast qu'on a fait avec David Jecker, d'ailleurs, sur le sujet, il est super intéressant, mais on va pas vraiment dans les détails de pourquoi, comment, etc. Donc le lactate, j'ai un appareil et j'essaye de le mesurer au moins 1 fois par semaine à l'entraînement pour voir si je suis à peu près dans la bonne zone physiologique ou pas. Un autre truc que j'ai bien fait, et ça c'est quand même ma marque de fabrique, c'est que je fais beaucoup de volume. J'ai fait 2952 km en 19 semaines. Donc juste durant cette prépa marathon, ça fait plus de 150 km de moyenne par semaine. Si je continue comme ça, je vais finir à 7000 km dans l'année, ce que je n'ai jamais fait. Je pense que ma plus grosse année, c'est 6400. Et le volume annuel, le volume aussi à vie, c'est un des meilleurs prédicteurs de la performance. C'est prouvé scientifiquement, je le vois aussi avec mes athlètes et je le vois avec mes partenaires d'entraînement. Ceux qui cumulent le plus de volume à l'année, en général, c'est ceux qui ont la plus belle progression. Et ça, c'est encore plus vrai sur marathon, qui est une épreuve d'extension. Et j'ai vraiment fait aussi énormément de volume au Kenya. J'ai fait 183, 219, 230, puis 240 km par semaine. Je récupérais bien en plus. Le volume s'est pas fait au détriment de la qualité, au contraire. Un autre truc dont je suis vraiment content la dernière saison, c'est la récupération. Je me souviens qu'il y a quelques années, le sommeil, c'était une catastrophe. La nutrition, bon, si vous suivez ma chaîne, vous le savez, j'ai eu des pseudo-troubles alimentaires. J'étais complètement fou avec ça. Je me pesais tous les jours. Bref, c'était vraiment une catastrophe. Aujourd'hui, je dors au moins 8 heures par nuit, mais en fait, en prépa marathon, c'est plus autour de 9, voire 9,5. Et je suis très constant. Et je sens que ça m'aide vraiment au niveau physiologique, mais beaucoup psychologique. Je me sens plus motivé, j'ai moins la flemme d'y aller et tout durant les grosses semaines. En termes de nutrition, je me trouve vachement plus équilibré qu'avant, parce que justement, je me prends moins la tête. La nutrition, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'est pas vraiment une question de qualité, même si la qualité a son importance, mais c'est vraiment une question de quantité. Manger assez et manger beaucoup de glucides dans son alimentation. Je pense qu'il y a beaucoup trop de coureurs qui se prennent la tête
tête avec la qualité en pensant faire les choses bien, alors que le plus important, c'est de manger beaucoup pour courir plus, pour être plus en forme. Ça, c'est vraiment mon modèle, d'accord? Donc ça, je le fais vraiment mieux qu'avant. Et globalement, je vous dirais qu'il y a 3 piliers pour bien récupérer. Avant, j'avais tendance à mettre le sommeil en premier, mais maintenant, je vais mettre la nutrition en premier, mais la quantité. Donc manger assez et ne pas avoir une balance énergétique déficitaire. Ça, c'est vraiment un problème, notamment pour les marathoniens. 2, le sommeil. Donc le sommeil, on le sait, c'est un des trucs les plus importants. Minimum 8 heures par nuit, mais si vous faites beaucoup de kilomètres et si vous êtes en pleine prépa marathon, 8 heures, je trouve que c'est pas assez et c'est mieux des fois de viser 8h30, 9h, etc. Et finalement, le 3e facteur qui est souvent sous-estimé, c'est le stress, c'est-à-dire le stress que vous avez dans votre quotidien. Si vous avez beaucoup de stress dans votre quotidien, ça va diminuer votre capacité de récupération, vous allez faire moins de volume, etc. De mon expérience, il y a 2 façons de combattre ce stress-là dans le quotidien. La première, c'est de vous libérer du temps et c'est d'enlever des choses dans votre vie, notamment durant les grosses semaines de votre prépa. Et la deuxième façon, c'est de mieux gérer votre temps, c'est-à-dire de mieux vous organiser. Je pense qu'on a souvent un biais positif, surtout les gars, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, un biais positif qui consiste à penser qu'on est super bien organisé, mais quand vraiment vous mettez le nez dans ce que vous faites dans une journée, vous réalisez à quel point, en fait, c'est pas optimisé et il y a plein de pertes de temps à droite, à gauche. Donc quand vous voulez faire, pas du haut niveau, mais vraiment exploiter le meilleur de vos capacités en course à pied, je pense que l'organisation, surtout pour vous qui avez un job, des enfants, plein de trucs à faire dans votre vie, l'organisation, c'est encore plus important pour vous que pour les pros qui ont beaucoup plus de temps. Okay? Et d'ailleurs, il y a des papiers très intéressants qui montrent que le stress dans le quotidien est directement corrélé à l'apparition de blessures chez les coureurs. Et en fait, à mesure que le stress négatif dans la vie augmentait, et plus la gravité des blessures était importante. Et je pense dans cette étude, ils avaient même trouvé que les événements de vie positifs, ils pouvaient justement contrecarrer cet effet-là du stress négatif. Donc si vous avez plus de beaux moments dans votre vie, c'est-à-dire en fait les trucs que vous aimez, pour certains ça va être jouer aux jeux vidéo, pour d'autres c'est regarder un Netflix, pour d'autres c'est faire une petite balade, et pour d'autres ça va être partir en week-end avec ses enfants, etc. Donc quand vous faites ça, vous augmentez votre capacité de récupération. Se faire plaisir, ça fait partie de l'entraînement. Pour finir sur les choses qui ont bien été, je pense que je suis vraiment meilleur pour prendre des glucides durant mon entraînement. J'arrive à monter à 70 grammes par heure, même durant mes séances. Je prends pratiquement des glucides sur chaque séance maintenant d'intervalle et aussi mes sorties longues à moyennement longues. Donc à partir de 24-25 kilos, je prends déjà des glucides, soit des gourdes quand je suis sur tapis, soit des gels quand je cours dehors. Et de prendre plus de glucides durant mes entraînements, j'ai l'impression que ça a apporté 2 bénéfices. Je peux mieux récupérer de mes entraînements, mais surtout, j'ai l'impression de pouvoir en faire plus durant mes entraînements, un peu plus intense, un peu plus de volume, etc. Donc très bénéfique finalement pour performer. Et dernier truc que j'ai bien fait de cette saison, c'est que je suis resté très en contrôle. Je me suis pas trop grillé de cartouches. Bon, il y avait quand même le 5 km que j'ai fait trop vite à J-10, mais à part ça, je pense que j'ai été quand même très structuré, puis j'ai pas essayé trop de me prouver des choses durant la prépa. Mais ce qu'il va falloir améliorer, clairement, c'est l'affûtage. Pour moi, c'est une des périodes les plus difficiles. Je trouve ça très long. J'en fais moins et je déteste ça. J'ai l'impression de perdre mon momentum aussi. J'ai l'impression de plus avoir le même rythme et tout. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler 2 secondes de mes objectifs pour la saison prochaine. Donc là, j'ai pris 2 semaines totales sans courir. Je pense que c'était vraiment nécessaire et en vrai, ça m'a fait trop du bien. Et ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais j'avais enfin envie vraiment de retourner courir. Parce qu'au bout d'un moment, à un certain niveau, puis peut-être que je suis seul là-dedans, mais je vais plus courir par obligation, parce que j'ai un plan, parce que je veux performer, que vraiment par pur plaisir, en mode je mets mes chaussures, je suis trop content d'aller courir. J'adore courir 100 km, j'adore courir 120 km, mais 240 km, on s'entend que c'est difficile, puis qu'on a beaucoup de fatigue et qu'on n'a pas toujours envie d'y aller. Là, j'ai commencé une prépa plus 5, 10 semis, mais j'ai pas d'objectif tout de suite. Je pense que j'ai juste envie de rentrer des entraînements, puis de pas trop me prendre la tête avec les courses, parce que les courses, c'est une méga pression aussi. Je suis inscrit à Valencia 2023. Je retourne au Kenya en novembre pour m'entraîner 33 jours encore, mais avec l'expérience d'une première fois en altitude aussi déjà. Et comme je vous disais en début de vidéo, je vais peut-être avoir un nouveau coach dans les prochaines semaines, mais rien n'est fait encore, donc je ne vais pas trop vous en parler pour le moment. Et le dernier point que j'aimerais commencer, je voulais déjà le faire la dernière saison, mais c'était trop tard, j'aimerais commencer la muscu sérieusement, c'est-à-dire 2 muscu par semaine, classique, ce qui est démontré scientifiquement, c'est-à-dire des charges lourdes, mais pas beaucoup de répétitions. C'est ce qui semble mieux fonctionner. Je vais être accompagné par un préparateur physique, peut-être par Marc-Antoine, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, le gars qui court 1,4 au semi-marathon. Fait que bref, il y a beaucoup de nouvelles choses que je vais implémenter, et ce que je kiffe grave aussi avec la course, c'est que t'as jamais tout exploré, et que même à mon niveau, saison après saison, je fais des choses différentes, et c'est ça aussi qui me garde motivé, d'essayer des nouvelles choses, de mieux faire les choses, et pas juste de courir plus vite tout le temps, parce que c'est un objectif qui est infini, et des fois ça peut être
un peu déprimant aussi. Et voilà, la prochaine vidéo YouTube, pas les podcasts, ce sera la vidéo sur le Kenya. Donc j'ai très hâte de finir ça et de vous montrer. Je suis pas mal sûr que la vidéo sur le Kenya va vraiment vous plaire. En tout cas, moi je vais essayer de vous sortir la meilleure vidéo possible, mais voilà, il faut juste que je prenne un peu mon temps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne course à tous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.